Moi, on m'a dit, quand j'ai sorti le livre, j'ai pris des shitstorms sur Twitter. C'est bon, les femmes accouchent depuis des siècles. Alors voilà, qu'est-ce qui vous prend? En fait, non, on ne fait pas des bébés comme ça depuis des siècles. On ne fait pas des bébés toute seule, en fait, parce que c'est ça qui se passe en réalité. Une femme qui se retrouve en congé maternité avec son bébé et qui est toute seule, ça, c'est assez inédit en réalité dans l'histoire de la maternité française. C'est quelque chose qui arrive avec l'industrialisation, un système où en fait on va attendre que l'homme avec qui elle est en fait travaille le plus possible à l'usine et donc elle se retrouve au foyer à s'occuper des enfants. Ce qui n'était pas en fait la répartition existante en réalité avant, contrairement à des clichés qu'on a. Les femmes ont toujours travaillé au champ. Quand elles étaient bourgeoises, elles étaient à l'intendance en fait de leur maison. Donc en fait tout ça pour dire que ce système d'une femme toute seule avec un bébé, il est inhumain. En vous abonnant au Patreon de Tant que je serai, vous pouvez bénéficier d'un contenu premium qui inclut une newsletter mensuelle et un accès anticipé aux épisodes du podcast, soit une semaine en avance. Et surtout, vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de l'épisode suivant. Rendez-vous sur Patreon. Tant que je serai t'invite à te questionner afin de faire des choix éclairés. Je suis Tsipora, la créatrice et host du podcast. Je te propose une série de 3 épisodes autour du tabou, soit Tant que je serai sans tabou. Renée Grezard est journaliste, autrice du livre Choisir d'être mère. La journaliste, déjà auteure d'Enceinte, Tout est possible, brise le tabou autour de la parentalité. Chez Tant que je serai, on milite pour que chaque personne puisse avoir un maximum de ressources et d'informations pour pouvoir faire des choix éclairés. En interviewant Renée Grezard, j'avais envie de savoir s'il existait un réel choix à la parentalité. Comment choisir de devenir parent s'il existe des tabous sur le sujet et surtout quand on n'a pas toutes les informations nécessaires à faire ce choix éclairé. Nous avons parlé aussi de la notion de village pour éduquer un enfant, mais aussi de la notion de soutien des parents. Nous avons parlé de choix, de réforme de la médecine moderne d'aujourd'hui, de connaissance de soi et surtout nous avons beaucoup ri, notamment vers la fin de l'interview. Je vous souhaite un agréable moment avec Renée Grezard. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Renée Grezard, je suis journaliste. Je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Choisir d'être mère et qui parle des tabous de la maternité. Et je suis la mère d'un petit garçon qui m'a donné du coup l'occasion d'écrire ce livre, un petit garçon qui s'appelle Ulysse. Voilà. Tu viens de parler de ton fils et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup interpellée dans ton bouquin, c'est cette omerta qui existe en fait autour de la maternité et de tout ce qu'il y a dedans. Et que c'est pas genre un monde merveilleux où tout est beau, tout est rose. Et moi, ce qui m'a frappée aussi, c'est le fait qu'il y a un certain manque de transmission en fait entre les femmes, mais aussi entre les femmes intergénérationnelles. Et du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'à travers tes recherches, tu as pu comprendre pourquoi à un moment donné, il n'y a plus cette transmission en fait de femme à femme. Et du coup, pourquoi on s'est retrouvé à devoir avoir des bouquins comme le tien pour comprendre ce que c'est réellement la maternité? Alors oui, c'est une question qui m'a travaillée. De toute manière, moi, je fais mon métier de base parce que je suis quelqu'un de très curieux et que j'adore avoir des réponses à mes questions. J'aime quand tout est clair. Donc évidemment, cette question, elle était même presque à l'origine du livre parce que je ne comprenais pas que toutes ces informations ne m'aient pas été données, qui est cette espèce de tabou, d'omerta, comme tu dis, sur des choses qui sont très simples au demeurant et qui surtout ne mettent jamais en péril l'amour qu'on porte à nos enfants. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux très bien dire que c'est dur sans pour autant remettre en question l'amour que tu portes à ton gamin. Pour moi, c'est des sujets qui sont complètement décorrélés. Et en fait, quand j'ai vu des mères dire à des copines à moi, enfin notamment une mère, dire voilà, quand j'ai appris que tu allais avoir un enfant, j'ai été hyper heureuse. Mais après, je me suis dit, oh là là, en gros, elle va en chier. Et que la mère dise ça après l'accouchement de sa fille. Ou alors une chef à qui je disais que c'était difficile et qui me répond, ne dégoûte pas trop les autres quand même. En fait, ça m'a questionné de comprendre d'un point de vue systémique ce qui faisait qu'effectivement, il y avait une sorte de secret. Et ce secret, ce qui est terrible et qui, moi, me fout parfois la chair de poule quand j'y pense, c'est que c'est un secret qui est tenu par les femmes. C'est-à-dire qu'elles sont détentrices et victimes de ce secret, quoi. Ce qui est très bizarre, quoi. Et alors, ce secret, du coup, j'ai interviewé des sociologues pour le comprendre. Et en fait, il s'explique très bien. Il s'explique par le fait qu'il y a une rupture de transmission des savoirs qui est liée, en gros, au progrès de la médecine. Et en gros, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que, et même au fil des siècles, on peut remonter encore plus loin,
les femmes ont été dépossédées de leurs accouchements et de leur maternité au profit, en fait, de savoirs scientifiques, donc la médecine, la psychologie, les sciences humaines, enfin voilà. Et l'idée, c'est de dire, attendez, vous ne savez pas faire, nous on sait, on va vous montrer comment on fait. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, c'est devenu, en fait, il y a des puéricultrices, des puériculteurs, mais c'est très bien par ailleurs, je ne suis pas du tout en train de le nier. Il s'agit juste de dire que des choses qui se transmettaient, en fait, dans l'intimité du foyer, de mère à fille, parce que c'était les femmes qui s'occupaient des enfants le plus souvent quand même, de grand-mère à petite fille, se sont perdues. Et au-delà de ça, il y a aussi des explications qui sont démographiques. Avant, en fait, on vivait souvent proche de ses parents et de sa famille, de ses grands-parents. Voilà, la démographie actuelle étant ce qu'elle est, on vit de plus en plus isolé, en fait, et loin de sa famille. Et ça crée une rupture des transmissions. Là où il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'a pas été socialisés, nous, ma génération, de la même manière que la génération de ma mère ou de ma grand-mère, voilà. Pourquoi ? Justement parce que j'évoquais au début ce progrès. Et qu'en fait, ce qu'on disait être la norme dans les années 50 ne l'est plus dans les années 2000. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, qu'on connaît tous très bien de est-ce qu'un bébé doit dormir sur le dos ou sur le ventre ? Mais ce qui fait qu'en fait, là où moi, je vais avoir une opinion très forte sur comment c'est bien qu'on élève un enfant, ma mère va dire, bah non, c'est pas ça. Mais tout ça, ça crée de l'isolement à la fin. Et ça crée, en fait, des connaissances qui ne sont pas partagées, alors même qu'on pourrait aussi imaginer un autre système. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait du progrès, de la médecine, des sciences, tout en partageant des informations que je partage dans ce livre et que tout le monde a eu pour le coup. C'est-à-dire que ce soit ma grand-mère, ma mère ou moi, potentiellement, on a toutes vécu une nuit de Java. La nuit de Java, j'en parle dans le livre, c'est la 2e ou la 3e nuit après la naissance de l'enfant. Et en gros, l'enfant, on l'oublie souvent, mais il faut le répéter parce que c'est très important aussi de parler de son agentivité. Mais en fait, quand il arrive au monde, c'est pas juste les femmes qui le poussent. Lui, il produit un effort, en fait, et il produit un effort actif. Et ça l'épuise, en fait. Il arrive, il est fatigué. Et donc, en fait, les premiers jours, les premières heures de sa vie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dormir. Il va pioncer pour se reposer. Et la femme, de son côté, ou la personne qui a accouché, parce qu'on peut aussi parler des personnes trans qui font des enfants, elle-même, elle vient de produire un effort phénoménal. On dit que c'est comme un marathon. Mais elle est dans un émerveillement de son enfant, et c'est normal parce qu'on vient de sortir, moi je le dis toujours comme ça, mais une personne qui a des ongles. Et ça, c'est vraiment fabuleux, quoi. Moi, j'en reviens jamais de cette histoire, quoi. Des ongles, des cils et tout. Enfin, c'est juste fascinant. Donc, on regarde le petit être complètement fasciné. Et le problème, c'est que quand cette adrénaline d'émerveillement va redescendre et qu'on est prête à dormir, l'enfant, lui, de son côté, il est prêt à se réveiller. Et ça crée des courbes qui sont inversées et qui sont dramatiques. Parce qu'en fait, moi, j'ai parlé à beaucoup de mères qui me disent à quel point, en fait, cette nuit, c'est l'une des pires de leur vie. Voilà. Et moi, c'était vraiment une des pires nuits. Il y a eu 2 nuits dans ma vie dont je me souviendrai toute ma vie et qui sont un enfer sur Terre, qui sont cauchemardesques. C'est la nuit de Java. Et sachant que pour certaines personnes, il y en a plusieurs de nuits de Java. C'est pas... Voilà, quoi. Et la nuit de la varicelle. Parce que en fait, là, il commence à dormir. Enfin, moi, il avait à peu près 10 mois, quelque chose comme ça, 1 an. Et il dormait bien. Et d'un seul coup, il dort pas de la nuit. Et on devient fou, en fait. Enfin, ça rend complètement dingue. Je sais que j'ai interviewé dans un des épisodes du podcast une mère et une fille, plutôt une fille et sa maman, qui expliquaient qu'elle a vécu un bon postpartum parce que sa maman était là. Donc, il y avait cette notion de je vais vivre chez ma maman pendant en fait les premiers mois en fait de la naissance du bébé, et du coup typiquement nuit de Java, ok, mais maman est là. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui font appel à des doulas. Est-ce que, tu le disais un petit peu, mais est-ce que la solution, c'est pas un peu plus de sororité en fait entre les femmes et puis surtout faire appel à des professionnels qui sont pas forcément médecins, mais qui ont en fait cette notion d'accompagnement, de présence pour les femmes? Alors, moi, je ne sais pas si je répondrais par la sororité, parce que j'aimerais que les hommes soient inclus, en fait, dans cette solution, et même qu'ils prennent bien leur charge. C'est pas juste, ils nous aident. C'est genre, en fait, la plupart du temps, majoritairement, quand il y a un enfant, sauf quand on est dans un couple lesbien, qu'on fait un bébé toute seule, voilà, il y a un coparent. Et le coparent, c'est un homme qui, lui, n'a pas quelqu'un qui est sorti de son corps avec potentiellement une déchirure, une épisiotomie ou je sais pas quoi. Donc, son corps est quand même plus viable que le nôtre. Donc, oui, j'aimerais déjà que les pères soient impliqués, en fait. Alors, juste, voilà. Enfin, et moi, je dis ça en ayant le père de mon fils qui a été très présent. Enfin, pour le coup,
ce que j'ai eu, pour moi, qui me semble être la base, j'aimerais juste que toutes les femmes l'aient, quoi. Oui. C'est-à-dire un vrai partage des tâches. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, surtout, je crois... Alors, la mère qui arrive ou chez qui on va, ça peut aller pour certaines personnes qui ont de très bonnes relations avec leur mère. Même quand on a de très bonnes relations avec sa mère comme moi, on n'a pas forcément envie de ça. Moi, j'aime ma mère de tout mon cœur, mais bon, je sais qu'au bout de 3 jours, on s'agace, quoi. Donc, et 3 jours, je suis gentille, hein, parce qu'on peut vite s'agacer. Donc, je ne suis pas sûre que la solution soit forcément dans quelque chose qui peut être vécu comme une intrusion de la mère qui arrive ou d'aller chez la mère. En revanche, moi, ce qui m'interroge et ce que j'aimerais peut-être voir plus développer, c'est la notion de village que je décris dans le livre et qui est un proverbe africain qu'on répète beaucoup, mais qui est très important. Il faut tout un village pour élever un enfant. En fait, ce qu'il faut pour moi, c'est recréer des solidarités globalement. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche ou une personne qui accouche, un couple, il faut qu'il soit soutenu. Donc pour moi, c'est ça en fait. Ce qu'il faut remettre en place, c'est un village. Et le village, c'est les copains, les voisins, des gens en fait en qui on fait confiance. C'est s'entourer, c'est être plusieurs, tout en gardant l'espace vital dont on a chacun besoin. Il ne s'agit pas d'intrusion non plus, de s'incruster chez les gens qui ont besoin d'intimité, quoi. Moi, on m'a dit, quand j'ai sorti le livre, j'ai pris des shitstorms sur Twitter. C'est bon, les femmes accouchent depuis des siècles. Alors voilà, qu'est-ce qui vous prend ? En fait, non. On ne fait pas des bébés comme ça depuis des siècles. On ne fait pas des bébés toutes seules, en fait, parce que c'est ça qui se passe en réalité. Une femme qui se retrouve en congé maternité avec son bébé et qui est toute seule, ça... c'est assez inédit en réalité dans l'histoire de la maternité française. C'est quelque chose qui arrive avec l'industrialisation, un système où en fait on va attendre que l'homme avec qui elle est en fait travaille le plus possible à l'usine et donc elle se retrouve au foyer à s'occuper des enfants. Ce qui n'était pas en fait la répartition existante en réalité avant, contrairement à des clichés qu'on a. Les femmes ont toujours travaillé au champ. Quand elles étaient bourgeoises, elles étaient à l'intendance en fait de leur maison. Donc en fait tout ça pour dire que ce système d'une femme toute seule avec un bébé, il est inhumain parce qu'on est dépassé. C'est normal d'être dépassé par un bébé. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer quand on n'en a pas. Mais un bébé, c'est énergivore. Et puis, ça prend énormément de place. C'est tout petit, physiquement. C'est pas très gros. Mais par contre, ça prend une place de fou dans une maison. Je trouve ça très intéressant, cette notion de village. Et c'est bien que tu l'ouvres pas que à la famille. Parce que souvent, en Afrique, pour le coup, c'est quand même très famille. Enfin, oui. C'est très concession familiale, etc. Et j'aimerais bien voir ça ici, en France, moi à Paris. Mais c'est intéressant que tu en parles et je le dis dans le livre, c'est que moi, en fait, cette notion-là, elle me vient de là. C'est-à-dire que ma mère est sénégalaise d'origine. Et moi, en fait, au Sénégal, c'est ce que j'ai vu. Et je pense que mon choc, il est venu, en fait, de ce que j'ai vécu petite fille. C'est-à-dire que moi, on s'est occupé de moi, tout le monde autour de moi s'est occupé de moi. Mes tantes se sont occupées de moi. Je me rappelle très bien d'oncles qui m'engueulaient si je faisais une connerie. Même de gens dans la rue, en fait. Un enfant, au Sénégal, je parle du Sénégal, c'est ce que je connais, mais c'est valable dans beaucoup de pays d'Afrique. En fait, il est la charge de tout le monde, il est la responsabilité de tout le monde. Et un enfant qui va bien, c'est important pour tout le monde. Et ça, c'est important, mais au-delà même de la toute petite enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce que la parole d'un enfant ? Comment on respecte les enfants ? Comment on les prend pour des personnes à part entière ? Voilà, quand un enfant dit qu'il a été abusé, qu'est-ce que vaut cette parole, en fait ? Comment on l'écoute ? Ça, c'est super important. Et moi, je dis pas qu'il faut être comme au Sénégal, parce que moi, ça a pu m'oppresser de temps en temps, je vais pas mentir non plus. Je suis pas dans une mythification du Sénégal. J'aime le Sénégal, voilà, c'est mon pays autant que la France, mais il y a des moments où ça m'a sursoulé, quoi. Enfin, parce que... Du coup, pour le coup, tu peux pas te poser lire un livre sans que quelqu'un vienne te dire « Ah, qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et toi, t'es là genre « Wesh, laissez-moi mon intimité, s'il vous plaît. » Donc voilà, je dis pas du tout qu'il faut ce modèle-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon choc vient de là. De la même manière que les Sénégalais vont être super choqués par la façon dont on s'occupe des personnes âgées. Et ça, en fait, ces deux sujets-là, c'est le même sujet. En fait, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas productifs dans une société capitaliste. Et en fait, c'est un sujet profondément politique. Exact. Voilà. Et donc, moi, politiquement, je sais d'où je suis et ce que je pense. Et il me semble que, voilà, on a une vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi elle sert ? Enfin, voilà, comment on l'organise ? Et j'ai pas envie de dédier ma vie à la productivité des êtres sur cette Terre. C'est pas mon but. Et il me semble que la solidarité, c'est plus beau et c'est surtout plus fonctionnel, en fait. Exactement. En réalité, c'est pas juste une belle idée. Ouais. C'est comment on fonctionne bien aussi, quoi. Parce que tout ça, ça crée de la souffrance. Une femme qui est en détresse, qu'est-ce qui se passe après ? En fait, c'est le karma, en fait, mais d'une manière très pragmatique, le karma, ça existe. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mal, ça a des incidences autour de lui. En fait, tout ça, c'est un cercle ensuite, quoi.
Ah, mais tellement. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu vois, il y a de plus en plus de boîtes dans leur politique RSE qui parlent de lien social, etc. Mais enfin, tu vois, pour eux, le lien social, c'est aider les jeunes du quartier et puis point, quoi. Alors que le lien social, ça peut être justement considérer les personnes qui sont dans l'entreprise, donc des femmes, des hommes qui sont parents, qui sont peut-être dépassés. Et je me dis, même en termes de politique RSE, les entreprises pourraient avoir en fait un rôle, quoi. Enfin, mais complètement, notamment déjà en accordant des congés paternité aux coparents qui soient égaux. Et puis même, en fait, ne serait-ce qu'en comprenant la situation qui est en train d'être vécue, de la même manière que moi, j'ai pas eu à vivre ça, heureusement pour moi encore, mais ça arrivera un jour, un deuil. En fait, la façon dont on s'occupe des gens et dont on considère les gens qui vivent un deuil, le temps qu'on leur donne, c'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire qu'on fait comme si, on va te donner un peu de temps, genre, oh, mon pauvre petit, puis après, c'est fini. Mais en fait, un deuil, tout le monde, les gens qui le vivent, et moi, j'ai écouté des gens en parler, ça prend des années, ça peut même durer toute une vie, ça peut même ne jamais se finir, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de cette douleur, quoi? Comment on la considère? Comment on la prend en compte? Alors, je suis pas en train de dire donner des congés à tout le monde. Je dis juste que, en fait, savoir où sont les gens psychologiquement, c'est hyper important pour qu'ils soient bien aussi dans l'entreprise. Et aussi, d'un point de vue purement productiviste, pour qu'ils produisent bien au bon endroit. Ça. Donc, moi, ce que je crois aussi, c'est que par ailleurs, un début de grossesse, là, moi, je suis enceinte, je suis dans mon 4e mois, c'est quelque chose qu'il faut que, collectivement, on reconsidère. Ouais. Moi, pendant 3 mois, j'ai été dans un état, j'ai travaillé, mais c'était compliqué. J'étais épuisée, dans un état psychique de dépression. En fait, c'était une sorte de long SPM sympathique. C'était horrible. En fait, je trouve ça bien qu'on sache les uns ou les autres où on est pour prendre soin les uns des autres. Et pour mieux faire ce qu'on a à faire, que ce soit un journal ou des boîtes de tomates. C'est hyper intéressant. Et du coup, là, je reviens sur la notion de choix qui est quand même centrale dans ton livre. Et surtout, moi, ce qui m'a frappée, ce qui me frappe toujours, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est aussi donner des clés de compréhension aux femmes pour qu'elles puissent choisir donc de devenir mère ou pas. Et si elles choisissent de devenir mère, dans quelles conditions? Et moi, ce qui m'a frappée, c'est toute la partie sur l'épisiotomie et le fait que on n'est pas encore arrivé à un stade où les femmes arrivent à faire des choix éclairés, en fait, de se dire, déjà, je pense que j'ai jamais été enceinte, mais tu es déjà dans un état où tu n'es plus là, quoi. Donc, avoir quelqu'un ou avoir la possibilité de dire stop, laissez-moi 2 secondes, le temps de réfléchir à ce que je veux faire ou pas, ça peut aider, en fait, certaines femmes qui... Moi, j'ai pu lire plein de témoignages aussi, c'est qu'il n'y a pas de consentement, en fait. Elles se réveillent et puis elles voient qu'elles ont subi cette épisiotomie et puis voilà, quoi. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que, en termes d'éducation sur la connaissance de son corps, sur même sa sexualité, etc., il y a un gros manque en France? Et auquel cas, tu penses que si on avait plus de clés, le choix serait plus simple, en fait? Alors, en fait, sur l'épisiotomie, moi, j'ai l'impression que la solution, elle est d'abord du côté des soignants. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est les personnes qui sont de l'autre côté qu'il faut éduquer ou eux et elles en priorité. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un reportage dans une maternité à Besançon où il y a un taux d'épisiotomie qui est inférieur à 1%, je crois, même 2%. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment un taux il me semble que c'est 0,5%. Et la plupart des sages-femmes là-bas n'ont jamais fait d'épisiotomie. Elles s'enorgueillissent. Faire une épisiotomie, ça les déprime. Donc voilà, et j'avais appelé, je crois, je ne sais plus comment on avait appelé cet article, il me semble qu'on l'avait appelé le paradis de la chatte ou un truc comme ça. et voilà, et en fait, pour arriver à ce taux qui est très bas et qui, par ailleurs, il faut le dire, ça c'est super important parce que quand on parle d'épisiotomie, tout de suite les gens vont dire « Ah oui, mais il y a plus de déchirures ». Alors déjà, non. Il me semble qu'il y avait un peu plus de déchirures, mais bénines. Et on se remet mieux d'une déchirure bénigne. Ça, c'est scientifique. Moi, je ne suis pas médecin ou scientifique. Il y a des études qui le montrent. Donc, et des études, des méta-études, pas une petite étude faite comme ça, quoi. Donc, une méta-étude, c'est une étude qui prend en gros plusieurs études et qui les confronte pour être sûr que le résultat est bien solide. Parce que parfois, on présente une étude et c'est genre, on a interviewé 50 personnes qui nous disent que c'est super l'épisiotomie. Donc ça, non. Scientifiquement, c'est prouvé qu'une épisiotomie, c'est plus compliqué de s'en remettre qu'une petite déchirure. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement que les soignants soient formés. Dans mes souvenirs, c'est pareil, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais il me semble qu'on est sur une préconisation à 27% et qu'on reste à 36%, 37%. Le problème de l'épisiotomie aussi, c'est que les médecins, ils sont plus formés
à l'accouchement physiologique. Il y a deux sujets, je pense, du côté des soignants. Leur formation, c'est-à-dire que revenir à des choses plus naturelles qui permettent en fait aussi d'éviter des gestes invasifs et maltraitants. Je suis désolée de le dire, mais il y a des gestes qui sont des mutilations, qui n'ont pas lieu d'être. Et la deuxième chose, c'est que à leur décharge, ils sont en trop petit nombre. Et ça explique aussi des gestes justement invasifs et maltraitants. C'est que pour ne pas faire tout ça, il vaut mieux être plusieurs. Et qu'en fait, c'est Anna Roy qui le dit, qui est sage-femme, il faudrait une sage-femme par femme. Et après, il faut aussi globalement changer la conception de la médecine en France. Ça, Martin Winkler en parle très très bien, qui est médecin et qui est au Canada. On a en France une médecine qui est très verticale. C'est-à-dire que c'est le médecin, c'est tout. Il est sachant, et tout en bas de la chaîne, il y a un enfant qui... Alors c'est intéressant que je dise un enfant, c'est un lapsus, parce que jusqu'à très peu de temps, on disait que le patient était comme un enfant. Et en fait, tout en haut de cette domination, il y a le médecin. Et ça, c'est un rapport qu'il faut changer. Il faut rentrer dans des choses plus verticales. Et dans les pays anglo-saxons, donc c'est Martin Winkler qui le raconte très bien, il y a une perception de la médecine, une philosophie de la médecine qui est beaucoup plus sur cette idée que le médecin et le patient travaillent main dans la main, avec un petit côté Sherlock Holmes, en fait, où en fait, ils vont chercher dans une enquête. En fait, quelqu'un arrive avec un problème et ils vont se poser des questions mutuellement pour arriver à la solution, en fait, de comprendre quel est le problème de cette personne. Mais la première experte de son corps, c'est la personne. C'est pas le médecin. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est en fait pour moi c'est un sujet très large et qui va au-delà du consentement à l'épisiotomie ou non, parce que souvent en fait, en bout de chaîne, quand elle arrive, c'est déjà un geste qui arrive parce qu'il y a eu de la panique en gros. Oui. Voilà. Et en fait, c'est déjà trop tard. Donc en fait, il faudrait changer tout avant le rapport au médecin et comment on écoute un patient, comment on le considère. Moi, dans mon projet de naissance, j'avais dit que je voulais pas d'épisiotomie. J'en ai eu une. Voilà. Et j'en ai eu une. Très honnêtement, je pense pas que j'étais avec des soignants maltraitants. Je pense que j'étais avec des soignants qui ne savaient pas faire autrement. Et voilà, il y avait un rythme cardiaque du bébé qui descendait aussi parce que péridurale, etc. Et voilà. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est des choses à réfléchir. Je suis pas médecin. Je suis pas scientifique. J'ai pas la solution. Je pense juste que philosophiquement, il y a un truc qui va pas dans la façon dont on considère les patients et les patientes aujourd'hui, et que c'est à revoir. Et puis au-delà, je pense aussi que il faut des moyens en fait pour l'hôpital public et pour les soignants, et qu'ils soient plus en fait dans des situations d'urgence comme celle-là, quoi. Merci, c'est hyper c'est non mais c'est très complet en fait, et puis c'est bien parce que tu vas vraiment à la profondeur des choses, c'est pas blanc ou noir et puis les méchants médecins, enfin voilà, il y a tout un contexte et c'est bien d'avoir contextualisé aussi. Et c'est vrai que cette notion alors je le vois même en tant que personne, c'est que dès que tu as un truc qui va pas dans ton corps, soit tu vas sur Google, soit tu vas voir ton médecin et tu te poses même pas la question de toi réellement. Est-ce que tu arrives à déceler ce qui ne va pas réellement? Enfin, on est tellement entré dans un mécanisme de je connais pas mon corps et c'est d'autres personnes qui vont me dire ce que j'ai, ce que j'ai pas, comment je dois faire ou comment je dois pas faire, que même nous, je pense qu'on doit s'éduquer à mieux se connaître en fait. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est pas évident parce qu'on nous a tellement... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je vais toujours sur Google. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ok, j'ai ça. Tu peux me faire un diagnostic? Oui. Mais c'est pas facile d'être à l'écoute de soi, effectivement, quand on l'a jamais été. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Exactement. À sentir. Mais ça, en plus, l'écoute de soi, c'est un sujet qui est passionnant parce que ça va au-delà de la maladie. C'est aussi ses besoins, ses limites. En fait, une société entière où on pourrait être à l'écoute de soi et l'écoute des autres, parce que ça va ensemble en réalité. Exactement. C'est que si on s'écouter soi, en fait, on sait aussi percevoir les limites des autres. Oui. Je pense qu'on serait plus heureux. Ah, mais tellement. Je rêve de cette société. Du coup, alors, tu as beaucoup parlé de l'enfant, des enfants aussi, dans la société, leur place dans la société. Et moi, je sais que, avec toutes les femmes avec qui j'échange, qui sont mamans, elles me demandent tout le temps pourquoi est-ce qu'il y a ce mythe du deuxième enfant. Et je sais que dans le bouquin, tu en parles un petit peu. Est-ce que tu veux l'expliciter ici? Je pense qu'on est dans des injonctions, dans des schémas très normatifs, et que c'est compliqué de sonder son désir au milieu de tout ça. Moi, je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. D'ailleurs, la Manif pour tous, ils ont 2 enfants sur leur petit logo dégueulasse, là, qui a été fait par un graphiste vraiment de talent. Donc, du coup, voilà, il y a ce truc de 2 enfants, en fait, c'est la famille idéale, la famille magnifiée, dans l'imaginaire collectif, un garçon, une fille, selon...
une binarité complètement débile. Bon, bref, on va même pas rentrer là-dedans. Et c'est difficile, en fait, de sonder, quand on parlait d'écoute de soi tout à l'heure, sonder ce que profondément, pour soi, on veut, ce qui est bien pour soi, pour sa famille. Voilà. Et moi, je crois que la solution, elle est là, en fait. Elle est dans cette capacité à frayer son chemin au milieu de ces injonctions et de ce qui est censé être bien et de ce qui est vraiment bien pour nous, en fait. Exactement. Et je crois que tu parlais aussi du fait que historiquement, avec la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce truc de il faut 2 enfants parce qu'au cas où... Alors, ça, c'est un truc que racontent les démographes, en fait, c'est qu'il y a cette peur, en fait, de ne pas plus faire d'enfants. On a, pendant longtemps, prôné la multiplicité des enfants. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que, on disait qu'il fallait 2 enfants pour un adulte. C'est-à-dire qu'il y avait une telle mortalité infantile que pour qu'on ait un adulte vivant, en fait, il fallait en faire 2. Avec cette idée qu'il y en avait un qui n'allait pas passer le cap, quoi. Et bon, on n'est plus dans ces enjeux-là, je pense, aujourd'hui. Mais c'est des choses qui sont héritées et qui pèsent aussi, au-delà de la question du 2e enfant aujourd'hui, sur quand une femme ne veut pas d'enfant, c'est ça qui pèse aussi. Ouais. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a des choses dans l'imaginaire qui se mettent en place elle ne produit pas d'enfants pour la société, quoi. Ça. Alors qu'en fait, je pense que ça va. Tout va bien. Il n'y a pas de problème démographique en France ni dans le monde. Je pense qu'il y a ce truc de tu dois avoir un enfant pour avoir déjà un rôle et puis pour rendre l'appareil, quoi. Il y a truc de... Moi, je sais que ce qu'on me dit souvent, c'est mais tu dois, enfin, si ta mère avait pensé comme ça, du coup, tu serais pas là. Ouais. C'est très bizarre, en fait, cette façon de réfléchir, parce que on pourrait beaucoup penser à tous les enfants qui sont pas là. Enfin, mais il y en a des milliards, mais c'est plus que des milliards, parce que si on devait faire tous les enfants qu'on peut faire, on en aurait 15 chacun. Enfin, je sais pas. Donc, ce n'est pas viable, en fait, comme réflexion. Ce qui me semble viable, c'est comment on vit heureux et heureuse chacun d'entre nous. Et ça, je pense que ça rayonne, en fait. Exactement. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas d'enfant et qui en fait pour répondre à des injonctions et qui est malheureux et son enfant est malheureux, est-ce que c'est souhaitable ? Non, moi je crois pas, en fait. Pour tout le monde, je pense que c'est mieux, en fait, de s'écouter, encore une fois. Exactement. Et du coup, j'ai une dernière, voire avant-dernière question. C'est de savoir si toi, en tant que femme, tu as vécu cette injonction de... je sais pas à quel âge tu es devenue maman pour la première fois, mais est-ce que tu as vécu ce truc de « mais t'es toujours pas maman » ou quand tu as eu ton premier enfant, tu parlais du 2e, donc tu as pu faire un choix réfléchi, mais est-ce que tu as eu de la pression, en fait, de la part des gens, de ta famille, de tes amis, ou au contraire, tu as un cadre plutôt bienveillant et tu as pu faire tes choix de manière éclairée? Parce que dans le bouquin, on ne ressent pas chez toi cette pression tu dois faire ça, que chez d'autres femmes, j'ai pu le ressentir. J'ai l'impression que toi, tu as quand même pu choisir. Alors moi, c'est très... comment dire ? C'est que c'est sournois un peu la façon dont elle a existé, cette injonction. C'est-à-dire que j'ai senti de manière très pressante l'envie de faire un enfant. J'avais 30 ans. Et je pense que j'arrivais pas à concevoir une vie sans enfant, mais ça reste toujours hyper confus pour moi de savoir... J'ai désiré mon fils très, très, très fort, mais je savais pas vers quoi j'allais. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est qu'en fait, j'avais une image de la maternité mythifiée, voilà. Là, l'enfant que j'attends, pour le coup, c'est un enfant qui est conçu dans peut-être moins d'illusions, mais dans un désir qui est plus ancré, quoi. Oui. C'est-à-dire que je sais vers quoi je vais, on sait les difficultés qu'on va rencontrer, mais on le fait quand même parce qu'on en a envie. Oui. Voilà. Et c'est peut-être moins joyeux dans le désir, mais c'est probablement moins périlleux aussi. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'on ne m'a pas mis la pression autour de moi pour avoir un enfant. Bon, au Sénégal, peut-être, parce que voilà. Mais je suis dans un milieu peut-être un peu particulier. Enfin, comment dire, j'ai des amis ultra bienveillants. On a pu me poser la question du 2e, mais je sentais pas de pression. Oui. Après, moi, les gens, ils me connaissent. Hein. Moi, Ils savent. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est genre, vraiment, j'aime pas qu'on me fasse chier. et surtout, quand je dis que j'aime pas qu'on me fasse chier, c'est que je déteste qu'on me dise quoi faire. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, vraiment, parce que genre, ça me rend dingue. Genre, ça va de l'enfant à Mélenchon, là. Pendant la campagne présidentielle, les gens m'ont rendu dingue.
Je déteste qu'on me dise quoi faire. C'est genre, si je fais quelque chose, je le fais. D'ailleurs, j'ai voté pour lui. Mais par contre, me dites pas de le faire. Ça me rend dingue. Donc, je pense que les gens sont très bien au courant que j'ai ce tempérament de merde. Et qu'il vaut mieux pas me chercher. Même ma mère, elle sait. Hein. Donc je pense qu'ils pensent des choses. Mais ils se taisent. Donc voilà, non, c'est vrai que du coup, j'ai pas ressenti une pression forte, mais par contre, il y a plein de gens qui m'ont raconté. Et alors, le petit deuxième, vous allez quand même pas le laisser tout seul. Enfin, voilà. Incroyable. Et alors, parfois, tu as quand même un truc qui est super intéressant, c'est la compétition que moi, j'ai ressenti à un tout petit niveau, mais entre mères, de gens qui ont besoin que leur choix personnel soit validé et qui passent par toi pour ça. C'est-à-dire que du coup, ils vont te dire, mais quand même, tu vas pas le laisser tout seul. Moi, c'était super important pour mon enfant qu'il ait un frère ou une sœur. Et ça, franchement, c'est des discours que j'ai pu entendre d'inconnus, tu vois, ou quoi, ou dans les mariages, je sais pas quoi. Et je trouve ça toujours intéressant parce que tu sens qu'en fait, l'enjeu n'est finalement pas toi. Oui. C'est pas toi le sujet. C'est une projection. Et ça, il faut vraiment se détendre, du coup, se dire genre, calmons-nous. Tout va très bien, cette personne, elle me fait chier. Mais elle, en fait, elle est en train de parler que d'elle, quoi. Parce que la personne, ce qu'elle raconte, c'est rassure-moi, s'il te plaît. Ouais, dis-moi que j'ai pas fait le mauvais choix. Exact. Et fais le même pour qu'on puisse être tous ensemble dans ma merde. Exactement, mais c'est tellement ça. Hein. Voilà. Tu as ce truc où tu te dis genre, bon, les gens, en fait, on peut tous vivre avec nos choix. Exactement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste, c'est quoi le choix qui me rend heureux ou heureuse. Et c'est ça le plus important. Parce que quand on est heureux ou heureuse, on rend les gens autour de nous heureux et heureuses. Voilà, ainsi parlait Mère Teresa. C'est une très belle conclusion, en tout cas. C'est une super conclusion. Alors, du coup, pour terminer, Tant que je serai noire fait partie d'un média que je suis en train de mettre en place qui s'appelle Tant que je serai. Et il y a vraiment cette notion de se poser les bonnes questions pour mieux se connaître. Donc, c'est pour ça que la notion de se connaître pour choisir ce qui est bon pour soi est très importante pour moi et pour ce média. Donc, ma question, c'est comment est-ce que tu terminerais cette phrase ? Tant que je serai sans tabou, tin. Oh my God, je suis hyper nulle en impro. Tant que je serai sans tabou, je serai moi. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Oui. Et on est tous différents. Il y a des gens qui aiment bien ne pas tout savoir, être un peu dans le flou. Par exemple, mon ex, le père d'Ulysse, je pense que c'est un peu une des choses qui nous a séparés, c'est que il est poisson, je suis bélier. Je crois que vous voyez le truc. Genre, le mec, il est très anguille, quoi, un peu. Enfin, voilà, il aime bien, en fait, qu'il y ait du flou parce que pour lui, ça lui laisse une marge de manœuvre, je crois. Alors que moi, j'adore que tout soit hyper clair parce que sinon, je me sens pas... J'ai besoin de pas ancré, quoi. Ouais. Et tant que je serai sans tabou, je pense que je suis sécurisée, je pense que je suis bien avec moi-même et surtout que je suis ce que je suis profondément, quoi. C'est ma façon d'être. Un énorme merci à Renée pour cet échange riche. Je vous invite vivement à vous procurer son livre « Choisir d'être mère ». Pour le prochain épisode, nous parlerons du tabou autour du bien-être intime et comment cela a un impact sur notre affirmation de soi. En attendant ce dernier épisode de la série « Tant que je serai sans tabou », je vous souhaite de vivre au maximum une vie sans tabou. À très vite!